Cher maître, chers confrères, chers consoeurs, permettez-moi de vous présenter le cas clinique d'aujourd'hui. Donc, il s'agit d'une fillette de 2 ans qui présente donc un IMC, une hypotonie des vomissements et une hémorragie conjonctivale. Donc, elle est venue dans le cadre des urgences. Donc, un scanner injecté a été fait en première intention. Donc, je vous montre les images du scanner. Ici, la coupe axiale sans injection de produit de contraste. Je sais pas si vous arrivez à voir un peu. Ici, les coupes axiales après injection de produit de contraste en fenêtre dans le scanner. Quelqu'un pour décrire les lésions élémentaires? Oui, vraiment. Substance information bien limitée, donc spontanément hyperdense anciennement, qui se continue avec le sinus sagittaire supérieur. Et l'injection a bien confirmé ceci, que c'est en fait un anévrisme de l'ampoule de cœur. Donc, le siège, parce que j'ai dit une formation bien limitée, mais je n'ai pas dit le siège. Donc, c'est. Aline médiane. Là, c'est plus le sinus qui enregistre mais la masse en elle-même et le siège. Où est-ce que le siège de la veine de Paris? C'est au niveau. Vous avez une médiane? Médiane, extra-axial. Donc, au-dessus du spleen. Quelle est la région là? S'il n'y avait pas la veine de Gagnac, est-ce qu'on aurait pu. La région pinéale. Maintenant, La région pinéale. La région. D'accord. Et aussi. Oui. qui est donc c'est responsable de l'unité de technique. Vous devez au niveau de corps vertébral. Donc les images clés de ce cas-ci, donc avec, comme tu l'as bien décrit, Ibrahima, une masse de la région pinéale en arrière du V3, qui est ovalaire bien limitée, spontanément hyperdense, excusez-moi, je vais mettre le pointeur, spontanément hyperdense sur les coupes sans injection et avec une paroi calcifiée, comme on peut le voir ici, et qui se rehausse de manière homogène après injection de produit de contraste et qui exerce un effet de masse sur l'aqueduc de Sylvius qu'on voit presque plus, et qui entraîne donc cette hydrocéphalie triventriculaire active. Bon, on le voit pas sur les images, mais sur les coupes c'était visible, avec une dilatation des sinus durmériens, surtout au niveau du sinus longitudinal supérieur, du torcular et et des sinus transverses, ainsi que du sinus droit et des sinus sigmoïdes. Il s'y associe des dilatations du sinus caverneux qu'on va voir ici. Alors, des dilatations au niveau du sinus caverneux, ainsi que de la veine ophtalmique gauche, avec une exophtalmie grade 1 et une dilatation des veines corticales qu'on voit un peu éparses ici avec des calcifications parenchymateuses. Donc, devant ce tableau lésionnel, constitué entre autres d'une volumineuse formation vasculaire de la ligne médiane, on peut évoquer les diagnostics suivants. Donc, en premier lieu, comme tu l'as bien dit, Ibrahima, une malformation anévrismale de la veine de Galien, ou Vega,
une dilatation anévrismale secondaire de la veine de Galien, qui est le diagnostic différentiel principal, qu'on peut appeler aussi VGAD, une fistule artério-veineuse durale, ou un anévrisme géant. Donc, on va commencer par la malformation anévrismale de la veine de Galien. Elle correspond à une fistule artério-veineuse médiale prosencéphalique. Elle correspond donc en fait à une communication une communication anormale entre les artères choroïdiennes qu'on voit ici et la veine médiane prosencéphalique de Markowski qu'on voit juste là. Sur le plan épidémiologique, cette malformation est assez rare puisqu'elle correspond à moins de 2% des malformations artério-veineuses intracérébrales. Chez l'enfant, elle représente quand même 30% des malformations cérébrales artério-veineuses. C'est la malformation intracrânienne, la malformation vasculaire intracrânienne la plus diagnostiquée en période anténatale et c'est la cause extracardiaque la plus fréquente d'insuffisance cardiaque néonatale. Donc, pour comprendre cette malformation, nous allons d'abord faire un petit rappel embryologique et anatomique. Donc, lors du développement embryonnaire, on décrit 4 stades de développement de la vascularisation cérébrale. Donc, sans trop rentrer dans les détails, la veine de Markowski va apparaître lors de la 3e phase, entre la 6e et la 11e semaine d'aménorrhée. Elle va réaliser le drainage donc des plexus choroïdes, au niveau central. Donc sa partie antérieure devrait normalement régresser et pour laisser place aux veines cérébrales internes qui vont se développer petit à petit. Et alors que sa partie donc postérieure va donner la future veine de Galien. Et donc sur le plan radioanatomique, on devrait avoir donc normalement un sinus sagittal supérieur, interculaire avec un sinus droit, la veine de Galien qu'on voit ici, les veines cérébrales internes et la veine basale de Rosenthal, puis le sinus sigmoïde. Donc au cours du développement normal, c'est ce qu'on devrait avoir comme anatomie vasculaire. Ce qui se passe dans le cas d'une malformation anévrismale de la veine de Galien, c'est que la veine médiane prosencéphalique de Markowski persiste à ce niveau et qui persiste à cause justement d'une communication avec les veines choroïdiennes. On ne sait pas exactement pourquoi cette communication apparaît lors de l'embryogenèse. En tout cas, ce shunt artério-veineux va entraîner donc des pressions élevées au niveau de cette veine, ce qui va entraîner sa persistance et ne va pas la laisser régresser au profit de la veine de Galien qui ne va pas se former. Par ailleurs, on a aussi une persistance du sinus falciforme, qui est un sinus embryonnaire qui ne devrait pas aussi persister après la vie embryonnaire. Et parfois, on a une disparition du sinus droit, mais pas tout le temps. Donc ça, c'est sur le plan embryologique. Et puis, sur le plan radioanatomique, chez une patiente, on avait eu un cas vraiment atypique avec notre malformation anévrismale, le sinus falciforme et le sinus droit, et un torculaire et un sinus transverse qui sont proéminents et dilatés. Donc, sur le plan hémodynamique et enjeu-architectural, il existe 2 classifications utilisées sur le plan pratique. La première, c'est la classification de Lajonia, qui est un neuroradiologue interventionnel français et qui donc distingue les VGAM choroïdiennes avec un nidus alimenté par un réseau artériel choroïdien péricaleux thalamostrié qui se jette directement dans la veine prosencéphalique de Markowski. Et le deuxième type, qui est la VGAM murale, donc la gamme murale avec une fistule artério-veineuse qui se jette directement donc des artères choroïdiennes vers la veine de Markowski sans avoir un nidus entre les deux. La deuxième classification, c'est celle de Yazargil,
un neurochirurgien turc donc qui classe les malformations sous quatre grands types. Donc le type 1 qui correspond à une petite fistule cisternale pure entre la veine prosencéphalique de Markovski et les artères péricalleuses ou l'artère cérébrale postérieure. Le type 2 avec de multiples fistules entre la veine prosencéphalique de Markovski et les artères thalamostriées. Le type 3 est un mélange des types 1 et 2 avec un haut débit. Et le type 4 qui correspond à une malformation artérielle parenchymateuse drainée dans la veine de Gallien. Cette entité est particulière, on le verra par la suite. Quelle que soit donc c'est la classification utilisée, il est fondamental de répondre à une question spécifique, qui est celle de typer le shunt artério-veineux, est-ce qu'il est direct, indirect ou mixte, puisque c'est ce qui va déterminer la prise en charge thérapeutique, mais aussi le tableau clinique comme nous allons le voir. Sur le plan clinique, de plus en plus le diagnostic se fait en anténatal, notamment lors du 3e trimestre par l'échographie obstétricale. Donc chez le nouveau-né, ce seront surtout des végames choroïdiennes qui vont entraîner une insuffisance cardiaque à haut débit et une insuffisance respiratoire, et où on peut retrouver un souffle intracrânien à l'auscultation. Alors que chez les nourrissons et chez les enfants, les végames sont surtout murales, avec un retard psychomoteur, des convulsions ou des macrocrânies. L'imagerie a deux objectifs majeurs dans l'exploration de ce type de malformation, qui sont donc d'évaluer la souffrance cérébrale pour décider du traitement et définir l'architecture de la végame pour planifier l'embolisation. Donc, comme on l'a dit tout à l'heure, l'échographie, surtout en anténatal lors du 3e trimestre, pour que la malformation ait le temps de se dilater à un niveau suffisant pour être détectable. Et puis en postnatal, on peut utiliser l'ETF pour la localiser, et notamment le Doppler couleur pour visualiser les anomalies de flux. Pour ce qui est de la TDM, donc les coupes sans injection vont permettre d'identifier les calcifications de la substance blanche, comme on avait dans notre cas, qui sont secondaires à une ischémie veineuse chronique. Et puis après injection, on peut réaliser donc la cartographie vasculaire avant l'angiographie avec une excellente résolution spatiale. Pour ce qui est de l'IRM, les anomalies donc visualisées, entre autres, on peut voir des artefacts de flux au niveau de la fistule artério-veineuse, des artefacts de pulsation de la malformation en codage de phase, ou des artefacts de flux au niveau des artères nourricières. Et puis l'angio-IRM artériel va permettre de mieux définir l'architecture lésionnelle, et l'angio-IRM veineuse permettra d'évaluer le retentissement sur les organes d'aval, notamment vu le haut débit veineux qui va entraîner des sténoses veineuses. Donc on aura un retentissement sur les organes d'aval par une sténose par des sténoses qui vont protéger le cœur aux dépens du cerveau. Et il faudra donc rechercher des sténoses ou des atrésies jugulaires qui sont associées à un mauvais pronostic. Ensuite, pour l'évaluation du retentissement, l'IRM a un rôle important puisqu'elle permettra de détecter des ischémies cérébrales qui vont apparaître en restriction de diffusion, donc ou sous forme de perte focale du ruban cortical en T2, et d'observer l'hydrocéphalie et de quantifier l'atrophie cérébrale. Donc qui seront secondaires justement soit à la diminution donc de la résorption du liquide céphalorachidien à cause de l'hypertension veineuse, soit l'obstruction directe par compression donc du tectum à cause de la malformation. Pour ce qui est de l'angiographie, donc c'est le gold standard pour la caractérisation de l'angio-architecture de la MAV, et puis elle permettra donc, après catérisation des vaisseaux nourriciers, de décrire les anomalies veineuses associées qui sont fréquentes, comme le sinus falciforme qu'on a vu dans notre cas, qui est présent jusqu'à 50% des cas. Et puis elle permettra aussi de détecter les sténoses de la jonction du sinus sigmoïde jugulaire. Donc ici une image tirée de la littérature avec l'angiographie en vue antéro-postérieure, au temps artériel. On observe donc une opacification concomitante des veines choroïdiennes à ce niveau, au niveau de la flèche, et de l'anévrisme de la veine de Markovski.
Pour ce qui est donc du traitement et pronostic, donc l'évaluation néonatale se fait en général par le score de Bicêtre, qui permet d'évaluer la souffrance des organes en distalité donc de la malformation. Euh, c'est un score qui est coté à 21 et qui évalue qui évalue les items suivants: la fonction cardiaque, la fonction respiratoire, la fonction neurologique, la fonction hépatique et la fonction rénale. Lorsque le score est inférieur à 8, en général, il s'agit d'une défaillance multisystémique avec ou sans lésion cérébrale étendue, qui sont graves. Et donc, vu le pronostic, le traitement endovasculaire n'est pas indiqué dans ce genre de situation. Lorsque le score est coté entre 8 et 12, la défaillance cardiaque, avec une défaillance cardiaque qui ne peut être jugulée avec des lésions cérébrales qui ne sont pas graves en IRM, le traitement endovasculaire est indiqué en urgence. Et lorsque le score est au-delà de 13, ce sera en fonction donc de la présentation clinique, mais en général, le traitement est retardé et donc on passe à une surveillance, et idéalement il sera réalisé à partir de 6 mois pour attendre justement la maturation des sinus caverneux. Donc deuxième diagnostic différentiel, donc c'est la dilatation névrismale secondaire de la veine de Galien. Donc cette malformation est aussi appelée la fosse VEGAM ou VEGAD, donc qui correspond donc à une malformation artério-veineuse avec un drainage veineux dans la veine de Galien. Elle correspond au Yesargil type 4 qu'on a vu tout à l'heure, et elle est moins fréquente que la VEGAM, et typiquement elle est de découverte tardive vers l'âge de 3 ans. Donc ici sur cette IRM en coupe sagittale T2, T1, on voit donc la veine de Galien qui est dilatée, avec quelques artères choroïdiennes qui la nourrissent avec la veine de Galien, et donc qui se draine donc dans le sinus droit, qui est aussi dilaté. Donc ici une image d'angiographie avec la malformation ici au niveau des artères choroïdiennes, qui va nourrir la dilatation de la veine de Galien ici, et pas la veine prosencéphalique de Markowski, et qui se draine dans le sinus droit qui est un peu dilaté. Ici, chez cette fillette de 9 ans qu'on a vu au service, qui présentait des crises convulsives avec un déficit hémicorporel droit d'installation brutale, et qui présentait donc cette dilatation anévrismale de la veine de Galien, qui se draine dans un sinus droit lui aussi dilaté. Et ici, sur les coupes en MIP, on peut observer les artères choroïdiennes qui viennent se jeter dans l'ampoule de Galien. Avec au niveau donc des sinus caverneux, une dilatation au niveau médulaire et au niveau médulaire cervical à ce niveau. La malformation était à ce niveau médulaire. Donc passons au diagnostic suivant, qui est la fistule artério-veineuse durale, qui correspond à une fistule de haut débit avec un tableau clinique néonatal qui est identique à la VEGAM, et donc sur le plan morphologique, elle se présente sous forme d'un anévrisme géant et de veines variqueuses. En général, donc la communication se fait entre des branches de l'artère carotide et des sinus torculaires transverses ou sagittales supérieures. Le risque de thrombose spontanée est élevé en postpartum immédiat. Donc, ici, des images tirées de la littérature avec des coupes axiales et sagittales en MIP, qui montrent une fistule artério-veineuse durale tentorielle, avec à ce niveau donc une artère nourricière tortueuse issue d'une branche du tronc méningo-hypophysaire, qui contribue donc à une fistule au niveau du sinus pétreux, et qui va remonter vers la veine pétreuse, puis la veine mésencéphalique latérale, et ici la veine basale de Rosenthal, qui est dilatée et variqueuse, et qui va entraîner donc une opacification concomitante et précoce de la veine de Galien qu'on voit à ce niveau, avec le sinus droit et le sinus transverse.
Dernier diagnostic, donc qui est l'anévrisme géant. Donc la majorité il correspond donc à une ectasie, une dilatation artérielle focale sans anomalie veineuse associée, avec un tableau clinique souvent donc découverte sous forme de d'hémorragie sous-arachnoïdienne. Euh, il siège en général à distance du cercle de Willis avec une prédominance antérieure, une morphologie fusiforme assez fréquente chez l'enfant, contrairement à la morphologie saculaire, même si elle est fréquente chez l'adulte. Euh, on retrouve dans 15 à 20% des cas donc des anévrismes géants, donc qui supérieurs dans la taille est supérieur à 2,5 cm, avec parfois une partie thrombosée, avec un aspect en pelure d'oignon du thrombus. Donc, en scanner sans injection, on peut retrouver des calcifications. Le scanner permet de détecter les anévrismes même lorsqu'ils ont une taille supérieure à 2 mm, avec une très bonne sensibilité. Et pour ce qui est de l'IRM, l'anévrisme a un aspect parfois hétérogène à cause d'écoulements turbulents ou des couches de thrombus, avec mise en évidence d'un artefact de pulsation qui permet de faire la part des choses entre l'anévrisme géant et une masse d'une autre origine. La RM3 d'étoffe a une excellente sensibilité lorsque la taille est supérieure à 3 mm. Et ici, un cas tiré de Radiopédia avec cette dame qui présentait, j'ai pas trouvé de cas pédiatrique pour le coup, mais donc cette dame qui présentait une masse de densité hétérogène et bien limitée au niveau de la base du crâne, avec un effet de masse sur le tronc cérébral et le V3 qui entraînait donc une hydrocéphalie en amont. Et après injection, on confirmait donc la nature vasculaire de la masse avec un aspect tortueux de l'artère basilaire et un important anévrisme qui était thrombosé. Donc voilà, je vous remercie. Je sais pas, j'ai pas pu suivre. Mais je pense pas que c'était indiqué.